C'est à cette rue montpelliéraine où elle naquit en 1883 que Jeanne Galzi consacra son 4e roman, La Grand-Rue. À notre tour, découvrons cette rue par les yeux d'une enfant romanesque, la petite Nazou, la mère de Jeanne ou peut-être souvenir de Jeanne elle-même. La Grand-Rue m'a dit « Te revoilà. Tu ne m'as donc pas oubliée maintenant que tu es une femme, toi qui passas sur mes pavés pointus de tes pas d'enfant. » Et les maisons m'ont regardé, curieusement, de leurs fenêtres. La Grand-Rue s'éveilla, comme tous les matins, d'abord du côté de la sonnerie. En bas, les boutiques pauvres étaient déjà ouvertes. Les gens de peu annonçaient qu'il était temps d'achever sa nuit. La marchande d'herbe, le raccommodeur de parapluies qui chantait ses offres en patois sonore. Les maisons pauvres s'étiraient en 2 files, puis la rue s'évasait devant la bourse, en formant avec la rue de l'Argenterie une petite place triangulaire. Parfois, un chevrier poussait son petit troupeau indocile jusque devant la bourse, tirant de son flutio rustique une mélodie campagnarde qui semblait parfumée de thym. Un bruit d'équipage ébranla la rue. Tout le quartier aristocratique de Montpellier pouvait aisément être franchi, fût-ce avec des souliers de satin. Mais il était de rigueur, lorsqu'on avait un nom, de ne jamais sortir autrement qu'en voiture. Et quand tombe la nuit, là-bas, au bout de la rue, voici qu'une petite étoile se mettait à marcher, cahotant au ras des maisons. Flic-flouc, flic-flouc. En effet, l'allumeur de réverbère tirait un peu la jambe, et sa longue perche de bois oscillait à chaque pas. Quand on suit la partie haute de la Grand-Rue, on tombe sur 2 adresses remarquables. Au 11 vécut Frédéric Bazille, le peintre. Au 8, Alfred Bruyas, le mécène. Ces 2 figures importantes de la peinture montpelliéraine le furent aussi par le rôle qu'ils ont joué dans l'œuvre de Jeanne Galzi. C'est à l'âge de 77 ans déjà qu'elle entreprit l'écriture de La Surprise de vivre, dont elle termina le 4e volume en 1976, un an avant sa mort. À l'origine de cette saga d'une famille montpelliéraine, la puissance d'une image. La réunion de famille, tableau peint par Frédéric Bazille en 1866. C'est en revoyant ce tableau que j'ai compris que tout m'était venu de là, et qu'en d'autres temps, et avec d'imaginaires personnages, j'avais refait une réunion de famille. En effet, on peut s'amuser à imaginer les correspondances des personnages de la saga avec ceux du tableau. Ainsi, le couple de notables, rempli de dignité, pourrait bien être le banquier protestant, Desandres, installé dans la Grand-Rue, et son épouse, l'épanouie Gémina. La longue silhouette discrète de Frédéric Bazille fait penser à Arnold, leur plus jeune fils, qui deviendra un peintre reconnu, et cette délicieuse jeune fille dans sa robe d'organdi pourrait bien être leur fille, Suzanne. Quant à cette femme assise, un peu différente des autres avec son petit chapeau et son vêtement sombre, elle évoque irrésistiblement Noémie, la rigide vieille fille huguenote. De l'autre côté de la rue habitait le mécène, Alfred Bruyas, celui que connaissent tous les Montpelliérains grâce au célèbre tableau de Courbet, La Rencontre. Ce riche banquier lèguera à sa mort sa collection au musée Fabre. On retrouve en lui le banquier de la saga, Philippe Desambres, qui, ruiné par la crise vinicole de 1907, fut contraint de vendre sa collection.
une si belle collection qu'elle le sauva de la ruine. Il savait bien qu'il ne verrait plus ce qu'il aimait le mieux, ni les Cézanne, ni le Sisley, acheté à Paris, ni le grand portrait de sa mère, fait par Monticelli débutant. Il abandonnait même l'Olivier de Van Gogh, acheté à Aix lors de son voyage de noces. C'est en calèche, en 1888, que Jeanne Galzi se rendait à l'école. Souvenir de classe. Elle eut la chance d'entreprendre ses études dans le premier lycée de jeunes filles ouvert en France par la volonté du ministre Jules Ferry. Construit dans un parc proche du centre-ville, considéré comme un prototype au plan national, il ouvre ses portes à une centaine d'élèves. Jeanne qualifia modestement sa scolarité de nonchalante. Elle y rencontra une maîtresse dont elle disait « je lui dois tout » et qui devint le personnage du roman, l'initiatrice aux mains vides. Elle découvrit aussi le plaisir de jouer la comédie. Après le baccalauréat, Jeanne décida de poursuivre ses études. Grâce à l'appui d'un professeur, elle obtint le rare privilège d'être auditrice libre à la faculté des lettres de garçons de Montpellier. Sur la place ovale de la Comédie, les trois grâces nues, un peu lourdes et provinciales, tâchent en vain de tourner en rond autour de la fontaine, tandis qu'à leurs pieds, les jeunes gens tressent la ronde de la coquetterie et du désir. La beauté des Montpelliéraines était célèbre, mais ce sont les entretenues qui portaient les toilettes les plus élégantes de la ville. Certains cafés de la place de la Comédie leur étaient même réservés. Mais le plus surprenant pour nous, c'est de découvrir tout au bout de la place le petit square et la gare de Palavas, construite en 1872 pour que les Montpelliérains puissent se rendre en train à la plage afin de profiter des bains de mer devenus très à la mode. Le fameux petit train qu'illustra si joyeusement Dubout fut supprimé en 1968. Nostalgie, on en trouve un vestige à l'entrée sud de la ville. C'est à Montpellier qu'eut lieu la plus gigantesque manifestation, apogée de la contestation vigneronne du sud de la France. Ces régions prospères où 50% des terres étaient couvertes de vignes se relèvent à peine de la catastrophe du phylloxéra, puis du mildiou. Leurs vignes enfin régénérées, ils doivent faire face à la concurrence des vins algériens, mais surtout à la pratique des vins factices et des vins sucrés. Le vin naturel languedocien se vend de plus en plus mal. Les récoltes abondantes font gonfler des stocks devenus invendables. Pour les petits viticulteurs, c'est la ruine. Peu à peu, la misère s'installe, jusqu'à la famine. Leurs justes revendications contre les fraudeurs restent vaines. Alors, peu à peu, ils s'organisent. C'est ainsi que naît la coopération viticole et sa devise « Tous pour chacun, chacun pour tous ». Aussi, en juin 1907, à Montpellier, lors de la plus grande manifestation de la Troisième République, ils sont parfaitement organisés en délégation. Surgissant de tout le Languedoc, 3 jours avant le fameux 9 juin, ils atteindront le chiffre incroyable de 800 000. Dans un de ses romans, Les sources vives, Jeanne Galzi évoque cette marée humaine. Ils débarquaient depuis le grand matin.
les vignerons ne voulaient pas se laisser mourir. Ils étaient là, tous ceux qui voulaient obtenir le droit de vivre, avec la volonté de ne présenter que la force de leur masse. Un remous l'emporta. Daniel resta coincé contre les volets d'une boutique. Il tenta de se dégager et fut poussé par le courant, puis abandonné, puis repris tour à tour. Un chant s'élevait parfois pour rythmer cette lente procession. L'Internationale, peut-être, mais aussi des chants nés du sol, avec leur patois grave, rocailleux comme une garrigue. Puis il y eut un cri. « Vive Marcellin, Albert !» Les journaux publiaient les prédications enflammées de leur chef qui organisait la défense de toute cette contrée, ruinée par les fabricants de vins frelatés. La manifestation montpelliéraine s'est déroulée dans l'enthousiasme, le calme et la dignité. 10 jours plus tard, à Narbonne, arrestation des responsables du comité viticole, intervention de l'armée envoyée par Clémenceau. Il y aura 7 morts par balle et des dizaines de blessés. En 1915, c'est comme enseignante que Jeanne Galzy retrouve, rue de l'Université, la faculté des lettres de garçon où elle eut le privilège d'être auditrice libre. Étrange retour de la destinée. Je remonte de mes pas de femme ces marches que j'ai gravies à peine sortie de l'adolescence. L'université méridionale s'est transformée en effet pendant la guerre en lycée de garçons. Dans cette salle où je vais être pour la première fois la femme chez les garçons, ce sont presque des enfants qui entrent brusquement. Des chuchotements, des regards qui m'examinent avec stupeur, et me voici seule avec eux, mes élèves de 4e A2. Je devine, rien qu'à voir l'air gouailleur avec lequel les plus grands m'ont examiné des pieds à la tête, qu'il me suffira de ne pas paraître assez semblable à eux pour exciter leur dérision. Il a fallu que la guerre de 14 envoie tous les hommes au front pour qu'une femme puisse enseigner à des garçons. Je remplace les morts, comme un peu emphatiquement le proviseur vient de le leur affirmer. Et il est une classe où cela m'est toujours très sensible. Cette 4e A2 où une petite photographie montre l'homme jeune qui fut ici mon prédécesseur. Image commémorative qu'une mère a donnée pour qu'un peu de son fils restât où il avait besogné, enseigné, souri, souffert peut-être. Dans le premier roman de Jeanne Galzy, L'Ensevelie, écrit en 1911, le personnage principal, qui lui ressemble, vient se ressourcer dans son Midi natal, abandonné pour la vie parisienne. Il emprunte, bien sûr, le pittoresque petit train de Palavas. Le train minuscule se traînait à travers les vignes. Entassées sur d'étroites banquettes, des femmes parlaient, entre elles, de leur accent chaud et sonore où passent des flambées de soleil. Par les fenêtres, la chaleur suffocante coulait comme un fleuve de feu. Partout fulguraient les étangs. Ils brillaient comme du métal poli. Le soleil y tombait, les pénétrait pour s'y dissoudre. Il n'était plus que dans la lumière liquide. Pérols, Carnot sommeillaient dans les sables. Palavas se détachait sur le bleu épais de la mer. Un jeune homme, beau comme ils le sont tous ici, jouait lentement un air populaire et mélancolique sur un accordéon délabré. Mes regards fascinés se posèrent là-bas, entre l'étang et la mer,
sur l'antique cathédrale solitaire, Maguelone. Comme sauvée d'un double déluge, seule, au milieu des terres englouties, elle émergeait des eaux et du ciel sur le socle étroit de son île. La cathédrale abandonnée s'animait d'une vie immobile et me regardait d'un air de mystère.